Bon, pour terminer, on va voir si la Poste a des Tesla à vendre. Ce dont je doute, quoique la Tesla X, qui fait presque break, pourrait servir à faire des tournées. Je pense que les postiers seraient enthousiastes, en tout cas, à l'idée. Donc je vous demande d'accueillir Patrick Grondin, qui est directeur de l'exploitation et des ventes des véhicules d'occasion à la Poste. Bonjour Patrick. Alors expliquez-nous ce que c'est que VI-Post déjà. Alors vous avez le choix là, il y a vraiment du choix. Celui-là est allumé, vous pouvez en prendre deux comme ça fait un peu comme Madonna. Non, suffira. Bon, bonjour à toutes et à tous. Donc VI-Post, c'est la filiale de location longue durée des véhicules de la Poste. Donc nous fournissons, nous achetons l'ensemble de nos véhicules et nous revendons, nous recommercialisons les véhicules. Voilà. Alors vous avez surtout commencé beaucoup plus tôt que tout le monde. Parce que vous avez commencé à exploiter massivement des véhicules électriques. Ça fait combien de temps? C'était quoi les débuts des premiers véhicules à la Poste? Alors les premiers véhicules électriques à la Poste, c'était au début du siècle, mais moi j'étais pas là. Voilà. Et dans les années 80, nous avions déjà testé un certain nombre de véhicules électriques avec des batteries qui étaient des batteries d'ancienne technologie, même au plomb. Donc inutile de vous dire qu'en termes d'autonomie, qu'en termes de durabilité, c'était pas ça. Ouais. Donc là, on est sur des produits tout à fait différents. Voilà. Donc la Poste, juste un mot quand même, la Poste est une entreprise qui se veut citoyenne, exemplaire. Et le président de la Poste, lors du premier Grenelle de l'environnement, avait été désigné par l'État pour, je dirais, mener à bien le référencement ou établir un cahier des charges qui serait, je dirais, appliqué par l'ensemble des constructeurs, ce qui a conduit à avoir l'offre de Renault, à retenir l'offre de Renault sur le Kangoo électrique. Aujourd'hui, nous avons à la Poste un certain nombre de véhicules électriques. Nous avons la première flotte d'entreprises électriques. Combien de véhicules? On a exactement aujourd'hui 14 000 véhicules électriques. 13 000 la dernière fois qu'on s'est vu, aujourd'hui il y en a 14 000, dont 7 000 Kangoo et 6 900 véhicules qui sont à la fois des 3 roues, des petits véhicules que nous utilisons aussi pour la distribution postale. Voilà. Donc les premiers Kangoo électriques, nous avons mis en service en 2011 et vous comprenez qu'aujourd'hui, nous sommes possesseurs, je suis possesseur de véhicules d'occasion jaunes. À bon entendeur. Je suis market maker, donc je suis le premier à en avoir. Et autant, quoi. Voilà, donc Alors déjà, sur l'utilisation de ces véhicules électriques, le taux de panne, le coût d'entretien, est-ce que par rapport aux véhicules thermiques que vous avez, c'était équivalent, c'était plus cher? Parce que c'est quelque chose pour un acheteur de véhicules d'occasion qui va forcément compter, avec l'expérience que vous avez depuis 2011. Comment on va parler du Kangoo électrique et on ne va pas parler des quads électriques, mais sur le Kangoo électrique, par rapport à un Kangoo diesel classique? Alors, je rejoins tout ce qui a été dit tout à l'heure par les différents intervenants. La surprise pour nous, on a travaillé en amont avec le constructeur, vous le pensez bien, notamment sur les problématiques de capacité de batterie, parce qu'il y a une interrogation sur la tenue des batteries. Aujourd'hui, tout ça, c'est derrière nous. On a aujourd'hui des véhicules qui atteignent quasiment 72 mois, qui vont arriver sur leur 6e année, et sur lesquels nous avons des batteries qui ont encore, je dirais, une capacité de charge qui est au-delà des 75%. Voilà, donc ça même si de construction, la batterie avait une autonomie, le véhicule avait une autonomie et de décès entre 110 et 130 km, ça laisse quand même un peu d'espace pour une utilisation, je dirais, périurbaine, puisqu'aujourd'hui les trajets de ce type de véhicule, c'est aux alentours de 50-60 km. Là, il n'est pas question de faire le même kilométrage qu'avec une BMW i3 ou avec une Tesla. On est sur des usages qui sont beaucoup plus, je dirais, communs à l'ensemble des utilisateurs. Alors vous dites, vous, parce que vous venez de nous dire, vos véhicules, vous les gardez entre 60 et 72 mois. On a entendu parler tout à l'heure de location longue durée à 36 mois. Alors je vais vous dire ce que j'en pense. Moi, la location longue durée d'un véhicule à 36 mois, maintenant que le recul, c'est une hérésie économique. Pourquoi? Parce que les véhicules, il est cher. D'accord, d'un point de vue, on l'a vu tout à l'heure, le prix d'achat est cher, la location des batteries c'est assez cher, et les valeurs résiduelles aujourd'hui de ce type de véhicule-là, c'est relativement bas, on l'a vu tout à l'heure.
Donc, ce que nous avons, ce que nous voulons faire pour éviter d'avoir des pertes, c'est de sur revente, bien entendu, quand on connaît les usages. Alors vous êtes on a vu tout à l'heure les statistiques, c'est plutôt 10 000 km. Nous, à la Poste, nos utilisateurs roulent un peu plus, puisqu'on est plus sur des kilométrages de 15 000 km. Donc, on a, compte tenu de du retour d'expérience que nous avons, à 60 mois, on n'a pas de difficulté, on n'a pas de problème avec ces véhicules-là, à la fois sur la capacité, mais aussi, et ça a été souligné par un des intervenants tout à l'heure, sur l'entretien des véhicules, l'entretien d'un Kangoo thermique, quand on fait le prix d'un Kangoo, l'entretien d'un Kangoo électrique versus thermique, on est 40 à 50% en dessous de celui d'un véhicule thermique, donc son équivalent. Donc c'est très intéressant. Alors pourquoi pas garder les véhicules électriques aussi longtemps que les véhicules thermiques, puisque les véhicules thermiques, vous les gardez 72 mois, ouais. Et les électriques, vous les vendez à partir de 60 mois. Alors l'intérêt quand on est un loueur captif, justement, c'est qu'on a possibilité de faire varier nos contrats. Nous levons notre financement, nous l'assurons nous-mêmes, nous assurons environ un financement de 140 millions d'euros par an pour renouveler la flotte. Et donc cette trajectoire d'équipement de véhicules électriques, je rappelle qu'elle a été voulue par le groupe La Poste. On avait pensé être à 10 000 véhicules à horizon 2015, nous n'y serons pas. 10 000 véhicules de la marque Renault, aux grandes dames de mes collègues de Renault, on n'y sera pas. Tout simplement parce que ce sont des projets longs à monter. On parlait d'infrastructure tout à l'heure. C'est vrai que pour un particulier, vous mettez une infrastructure, vous arrivez à mettre une prise, même une wheelbox, c'est pas un problème. Mais quand vous avez des centres entiers à équiper, ce sont des projets à mener en même temps que le renouvellement de la flotte. C'est ce qui prend c'est le génie civil qui prend du temps. C'est le génie civil, c'est tout simplement les entreprises, des marchés à passer. Tout ça, c'est très long et on l'avait peut-être un peu sous-estimé. Mais enfin, aujourd'hui, les résultats sont là. Et donc, quand on est une société captive d'un groupe comme celui-là, l'expérience, le retour d'expérience que nous avons nous permet, sur la partie maintenance, d'envisager aujourd'hui d'avoir des véhicules qu'on va garder peut-être 12 mois, peut-être 24 mois de plus pour éviter d'avoir des pertes sur le VO. Parce que quand on parle de TCO, quand on est loueur de véhicules et quand on a des véhicules à vendre, VeillPost, nous revendons, nous recommercialisons entre 10 et 12 000 véhicules par an. Cette année, nous serons à peu près à 9 000 véhicules. Les véhicules électriques, en fin d'année, j'en aurai 700 recommercialisés. Et l'année prochaine, j'en aurai 1500. Donc, avis aux amateurs. Donc il y aura du véhicule électrique. Donc ça va nous permettre, si vous voulez, de diminuer les besoins en renouvellement et d'amortir un peu plus les véhicules, ce qui fait qu'on aura un loyer qui sera moins important. En fait, vous avez été rassuré sur la fiabilité, la longévité, en particulier des batteries, et ce qui vous permet d'allonger la durée d'utilisation des véhicules. Ces véhicules, vous les revendez par quel biais ? Alors, on a 3 canaux de vente, je dirais. Le premier des canaux, ce sont les ventes aux enchères. La Poste, le groupe La Poste souhaite contribuer, avoir une présence territoriale, ne serait-ce que à travers ses offres, à travers ses véhicules aussi. Donc je revends on a 25 salles de vente aux enchères qui sont partenaires de VeillPost. Donc pour l'instant, c'est un canal que nous n'avons pas utilisé pour les ventes de véhicules électriques, parce qu'on y reviendra, je pense tout à l'heure, sur la partie administrative qui est relativement assez lourde, parce qu'il faut transférer, je dirais, les contrats de batterie. Donc voilà. Le deuxième canal que nous avons, et nous faisons 40% de nos ventes, c'est un canal de vente donc, sur Internet. Nous avons 3 sites de vente Internet. Le premier est orienté B2B, c'est une plateforme de vente internationale sur laquelle nous avons un partenaire, BCA, qui, je dirais, héberge le site et gère l'ensemble de la logistique, la gestion des ventes, les règlements et ainsi de suite. Et enfin, nous avons 2 autres sites. Un site qui est dédié essentiellement aux collaborateurs du groupe La Poste, parce que nous n'oublions pas, La Poste, c'est quand même 250 000 collaborateurs, donc il y a un gisement, je dirais, d'acheteurs, indépendamment des véhicules de fonction que nous pouvons revendre directement aux utilisateurs. Nous revendons aussi aux collaborateurs. Et La Poste est aussi très présente dans le réseau associatif, et nous avons des associations qui sont membres de l'Alliance dynamique du groupe La Poste et qui nous sont assez intéressés par l'achat de nos véhicules, type les Restos du Cœur ou d'autres, et nous recommercialisons un certain nombre de véhicules. Voilà les 3 canaux de vente principaux que nous avons. À titre d'exemple, un Kangoo électrique vendu par La Poste, ça coûte combien ?
Un Kangoo électrique vendu par VI-Post, vous avez aujourd'hui une offre d'emprunt qui est en dessous de 5 000 euros. C'est-à-dire que les véhicules qui ont 6 ans aujourd'hui, je les vends en dessous de 5 000 euros. Alors, vous les vendez en dessous de 5 000 euros plus un contrat de location de batterie. Alors, le contrat ou sans contrat de location de batterie. Alors, je les vends avec le contrat de location de batterie et M. Benillan ne le savait peut-être pas, mais je peux revendre les véhicules. Oui, parce que vous avez parlé de vente à l'étranger. Voilà. À l'exportation, en Allemagne, en Italie, et ainsi de suite, avec un transfert du contrat de batterie et un intercontrat dans lequel on retrouve les éléments qui ont été donnés tout à l'heure, c'est-à-dire un prix pour des négociants qui va être, pour l'instant, l'intercontrat est de 2 mois et on est sur un prix aux alentours de 10 euros. Mais compte tenu de ce qu'a dit Nicolas tout à l'heure, je pense que je vais retourner voir Renault bientôt pour qu'on puisse avoir à peu près la même offre, je dirais, vis-à-vis des marchands. Voilà. Vu le grand âge, entre guillemets, de votre parc de véhicules électriques que vous vendez en occasion, est-ce qu'il est intéressant de racheter la batterie ? Est-ce que vous envisagez de le faire ? Et est-ce que vous envisagez de commercialiser ces véhicules complets ? Oui, alors c'est quelque chose effectivement qui est à l'étude, sur lequel on avance, puisque les pays du nord de l'Europe notamment sont des pays sur lesquels on pourrait envisager une recommercialisation en full purchase. Mais le prix de la batterie quand même est relativement important, même si ce sont des batteries qui n'ont que 60 mois. On est encore sur des batteries qui ont des valeurs de plus de 3 000 euros. Donc il faut trouver, si vous voulez, le 3 000 euros hors taxe, bien entendu. Donc il faut trouver le bon compromis, le juste prix. Mais tout ça, c'est en train de se mettre en place, hein. Nous sommes, indépendamment des Zoé qui ont été vendus par RVO, nous sommes les premiers à intégrer, si je puis dire, à accéder au marché du véhicule d'occasion avec de tels volumes. Donc on va apprendre, on va créer le marché, c'est difficile. Dans le VO, ça colle un peu. Mais bon, on aura des solutions si on n'arrive pas à revendre ces véhicules-là. Effectivement, il y a d'autres perspectives. Quelqu'un parlait tout à l'heure du stockage. Bon, ces batteries peuvent servir au stockage d'énergie. Enfin, il y a des solutions. Mais on est promoteur dans le véhicule électrique, dans la solution. Mais avant tout, de toute façon, on est persuadé qu'il y a, je dirais, un besoin, qu'il va y avoir un besoin, parce que quand on voit les décisions qui sont prises par les différents gouvernements, les municipalités, les maires, et dont le maire de Paris récemment. Moi, je me place au niveau des artisans, je ne vais pas dire des petits commerçants, mais des artisans. Il va falloir accéder au centre-ville. Donc si nous, la Poste, on ne peut pas accéder au centre-ville pour distribuer le courrier, pour livrer, c'est un problème. Donc j'imagine que demain, un plombier, pas un plombier polonais par exemple, mais le plombier, il va falloir qu'il arrive à s'équiper d'un véhicule électrique. Donc s'il est en banlieue, je pense qu'on l'a dit tout à l'heure, on peut considérer qu'à 50-60 km, c'est possible avec un Kangoo, et même un Kangoo de nouvelle génération, et de première génération, pardon, et on va trouver des infrastructures de recharge à proximité des lieux d'intervention. Donc on pourra se recharger. Par ailleurs, un véhicule électrique, on a parlé de l'agrément de conduite tout à l'heure. Le projet qu'on a mené sur le groupe La Poste est un projet qui a été ambitieux, puisqu'on arrive aujourd'hui à avoir réussi quand même. On est la première flotte de véhicules au monde. On a 13 000 véhicules qui roulent tous les jours, donc c'est quand même quelque chose. Sans compter des vélos assistance électrique qui sont au nombre de 20 000. On est parvenu aujourd'hui à arriver à faire cela parce qu'on a commencé par le petit bout, si je puis dire, et par l'utilisateur, l'humain. C'est-à-dire que la personne qui va conduire le véhicule électrique, vous prenez deux conducteurs différents, et vous savez, les conducteurs de la Poste, généralement, ne sont pas toujours sensibles ou ont tendance à appuyer un peu trop sur la pédale d'accélérateur. Donc ça a été dit un peu tout à l'heure. Il faut travailler d'abord, il faut faire de l'éco-conduite. Et donc tous les utilisateurs, tous les conducteurs, ça se voit peut-être pas au premier abord comme ça, mais ont tous été formés. Et aujourd'hui, nous avons équipé, je crois qu'on doit avoir 1700 ou 1800 boîtiers télématiques qui équipent nos véhicules et sur lesquels on affiche tous les jours, il y a des éco-scores sur la performance. Vous les challengez au-delà de ça? On les challenge, effectivement. Avec une carotte à l'arrivée? Une carotte, une petite carotte, mais une carotte. Ils repartent avec un Kangoo électrique. Est-ce que c'est mieux que ça, mieux que ça. Est-ce que c'est plus difficile de revendre un utilitaire électrique qu'une berline électrique?
Vous en avez certaines quand même? Oui. Est-ce que vous avez des Tesla d'abord? Ah non, on n'a pas de Tesla. On n'a pas ce privilège-là d'avoir de Tesla. Je sais pas si c'est un privilège, mais toujours est-il que vous parliez de la Zoé tout à l'heure. Moi, j'ai eu le plaisir, avec mon responsable VO, de vendre quelques Zoé. Ça s'est vendu comme des bonbons. Je les ai vendus très facilement parce que justement, il y a une attente. Mais c'est vendu combien au niveau du groupe? Curiosité? Alors, c'était des véhicules qui étaient un peu plus anciens que ceux qu'on a vus tout à l'heure. C'était des véhicules qui avaient 48 mois. J'ai dû les vendre aux alentours de 8 000 €. D'accord. À des collaborateurs du groupe La Poste, avec une garantie et ainsi de suite. Donc, si vous voulez, il y avait une attente sur ce type de véhicule. Alors, sur le véhicule utilitaire, bon, déjà, un Kangoo jaune, c'est un ça peu moins sexy. Rêver, Ouais. ça fait pas rêver. Bon. Mais je crois qu'Alexandrine est intéressée. Hein. Alexandrine est intéressée. J'en ai déjà vendu quelques-uns, oui, au déjeuner. C'est pas évident, mais par contre, on a quand même une image et on sait que nos véhicules déjà, les véhicules de VIPOS sont des véhicules qui ont été entretenus. Paraît pas évident comme ça, mais c'est déjà un argument. On a des carnets d'entretien, tout ça c'est suivi, et on vend très bien nos véhicules thermiques. Et une partie des clients qui nous rachètent ces véhicules-là, la grande partie ce sont des négociants, mais qui les revendent à qui? Quand vous regardez, ils les revendent à des artisans, ils les revendent à des chasseurs, des agriculteurs et ainsi de suite. Quoi de mieux pour un chasseur d'aller avec son fusil le matin, sans bruit, aller chasser, je sais pas, à la bécasse avec un véhicule électrique? C'est super. Voilà. Jaune, je suis pas sûr. Mais le jaune se vend très bien. Le jaune a de l'avenir, je vous le garantis. Non, mais jaune pour la chasse, je suis pas sûr. Voilà. Mais on peut les repeindre. Hein. En clair, c'est quand même pas facile de vendre. Non, c'est pas évident. Un VUL électrique. De vous dire qu'aujourd'hui le produit n'est pas adhérent, je vous mentirais. Bon, aujourd'hui ça adhère un peu et ça nous amènera dans les semaines qui viennent et peut-être les mois qui viennent à prendre d'autres trajectoires si nécessaire. Lesquels vous travaillez avec? Il y a d'autres groupes en Europe de distribution du courrier qui travaillent aussi avec des véhicules électriques et j'imagine qu'ils ont un peu les mêmes problématiques que vous. Vous échangez avec eux? Alors on fait mieux qu'échanger puisque pour certains d'entre eux on leur revend des véhicules et c'est VIPOS qui les finance. On a un projet là, avec le Luxembourg. Où on a fait la Poste de Monaco. Et puis, on est très intéressé par Deutsche Post et par le véhicule qu'ils ont créé, qu'ils ont développé eux-mêmes avec Bosch. Effectivement, il y a des échanges en ce moment. C'est un peu tôt pour vous en parler. Le parc va s'accroître, le parc de véhicules électriques de la Poste. Tout à l'heure, on a parlé de 13 500 véhicules électriques. Le parc de véhicules électriques va monter en proportion jusqu'à quel pourcentage? Alors, on sait pas où ça va s'arrêter. Parce que tout dépendra de nos amis industriels. Aujourd'hui, quand vous regardez l'offre sur le véhicule électrique et par rapport aux besoins de la Poste, en dehors des fourgonnettes, vous avez très peu d'offres sur les fourgons. Ce qu'il faudrait, c'est avoir aussi des fourgons. Mais pour vous répondre très concrètement, à partir de 2020, nous aurons 7000 véhicules électriques en plus. Alors, pas forcément des Renault, hein, mais d'autres marques, donc des marques un peu exotiques. Et nous allons compléter le parc. Non, pas du tout. À 2020, la trajectoire qui est prévue, c'est que nous soyons à 30% de notre parc en véhicules électriques, ce qui fera de nous le leader des flottes mondiales. Donc un poids lourd dans la vente de véhicules électriques d'occasion. Un poids lourd dans la vente de véhicules électriques d'occasion et peut-être dans le poids lourd, quand on voit les annonces, justement, vous parliez de Tesla tout à l'heure, mais bon, c'est un peu cher, il faudra qu'on négocie un peu le prix. Patrick Grondin, merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, je crois qu'Alexandrine, qui veut commander des modèles de la Poste, va tout de suite signer le bon de commande. C'est fait, ça y est? Ça reste secret, on n'en parle pas. C'est fait? Est-ce que vous avez des questions? Alors, je vais peut-être demander à nos intervenants de remonter sur scène tous si vous avez des questions à leur poser. C'est le moment, n'hésitez pas. Il y a une jeune fille avec un micro, vous levez le bras, elle va... Alors, il y a une question de mademoiselle devant. Les clients... Pardon. Attendez, moi je vais passer les micros aux personnes qui doivent répondre. Vous dites que quand les clients arrivent en concession, ils parlent beaucoup de l'autonomie de la voiture et qu'au fond, c'est la première question et c'est la question la plus importante. Est-ce que ces clients vous interrogent aussi sur... est-ce que le deuxième sujet, est le temps de chargement, le coût de chargement, le coût d'équipement du chargement? Ah, voilà, attention.
Étrangement, non. C'est pas... Allô, allô? Ouais, ça marche. Venez vous mettre dans la lumière pour répondre. Étrangement, non. Bien sûr qu'il pose la question, parce que ça reste quand même un sujet important, mais pas tant sur la... Enfin, une fois qu'on a indiqué de manière assez, comment dirais-je, naturelle que ça coûte 1 euro, on s'est dit qu'une consommation de batterie, sa valeur était d'1 euro. Ça les rassure d'une façon générale. Et comme on fait le rapport entre la location de batterie et le plein d'essence qu'ils doivent renouveler tous les mois à plusieurs reprises, ça clôt le sujet assez rapidement. En tout cas, c'est mon expérience qui parle. Il n'y a pas des questions, je vais mettre 3 jours à remplir, non, charger ma batterie. Enfin, dans la mesure où Renault participe à hauteur de 500 € pour, à minima, installer un flexi-chargeur, en 6 heures, c'est fait. Donc, le temps de charge tous les jours permet de... Alors, sur la nouvelle Zoé, surtout. La nouvelle Zoé, compte tenu de l'autonomie que nous avons, vous avez des clients qui n'ont même pas besoin de recharger leur voiture tous les soirs. C'est-à-dire qu'on peut charger sa voiture 1 fois par semaine. Donc, c'est vraiment pas un sujet. Ça l'était peut-être un petit peu plus sur l'ancienne génération, où là, on avait 120 km d'autonomie, il fallait recharger sa voiture tout le temps. Là, ça l'est moins. D'autres questions? Non? Ah, formidable. Ah si, une, tout au fond. Ah ben, on connaît. Emmanuel, non? Oui, bonjour. On a beaucoup parlé de valeur de véhicules estimés, occasion et autres. Je voulais avoir un avis sur les valeurs résiduelles par les loueurs, eu égard à ces valeurs d'occasion. Qui se sent de répondre à cette question? C'est d'autant plus que Patrick Gondin, j'ai compris, considérait qu'elle était à 0 voire nul. Alors Patrick va répondre. Patrick, venez... Parce que comme vous êtes filmé et que tout ce que vous direz sera retenu contre vous, il faut avoir les preuves. Alors tout d'abord, pour qu'il y ait de malentendus, je n'ai pas dit, me semble-t-il, que les valeurs résiduelles étaient nulles. Je n'ai pas dit ça. Pardon? Oui, j'ai dit basse. Oui, j'ai dit basse. Voilà. Mais j'ai simplement dit que pour arriver à entretenir, pas entretenir, mais à faire en sorte que le TCO des véhicules électriques soit bas, il fallait notamment envisager des durées de location beaucoup plus longues. Le recul nous permet, par rapport à tout ce qui vient d'être dit, d'envisager cela. Et j'ai dû dire qu'à 36 mois, c'était une hérésie économique. En ce qui concerne les valeurs résiduelles pour les spécialistes, les valeurs résiduelles, elles n'engagent que les personnes qui les donnent, si je puis dire. Derrière, après, ce sont les vendeurs, et les vendeurs VO sont nombreux ici, qui doivent vendre les véhicules. Donc aujourd'hui, si vous voulez me faire dire que la valeur résiduelle d'un véhicule électrique est égale ou à peu près à un véhicule thermique, je ne vous le dirai pas, c'est pas vrai. Donc, à véhicule équivalent sur ce que je connais, sur un certain nombre de véhicules voilà, qui ont 48, enfin qui ont 60 mois par exemple, la valeur d'un véhicule que je connais, c'est-à-dire le Kangoo par exemple, eh bien c'est aux alentours entre 15 et 17 euros. Et 17%, pardon. Voilà. Ça vous donne je l'ai pas fait exprès. J'ai simplement... je crois que vous venez de vendre le stock de l'année prochaine. C'est 15 à 17. Voilà, c'est entre 15 et 17%. Voilà. Mais ces valeurs résiduelles, elles ont tendance à rester à haut niveau où elles se trouvaient quand on a travaillé sur le projet dont je parlais tout à l'heure et en 2011. En 2011, croyez-moi, il n'y avait pas beaucoup de spécialistes du véhicule électrique. Les valeurs résiduelles avaient été positionnées à ce niveau-là pour des véhicules de 60 mois. Voilà. Et là, on n'est pas sur du premium, on est vraiment sur des véhicules. Voilà. Moi, j'avais une question supplémentaire que j'ai oublié de poser à Michel Ganao. Je voulais savoir si, parce qu'on n'a pas parlé du tout d'environnement, si dans les choix, ceux qui viennent acheter chez vous un Land Rover, une Jaguar, est-ce qu'ils sont sensibles à l'argument environnement, et est-ce que c'est quelque chose qui, dans votre décision de commercialiser des VE, est rentré en ligne de compte? Ou alors est-ce que tout le monde s'en fout, comme je le pense sincèrement?
je risque de vous décevoir. Étrangement, non. C'est-à-dire que les clients ont parfois cette idée préconçue de se dire si je vais rouler en électrique, je vais rouler écologique, mais aussi moins cher. Or, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que ça coûte à peu près le même prix de rouler en électrique que de rouler en thermique. Et l'argument écologique n'est pas suffisant. Non, ça Parce n'est que pas... Anne m'a passé un coup de téléphone tout à l'heure pour me demander... Ça n'est pas un élément déclenchant. Enfin, ce qui déclenche, c'est qu'ils sentent que leur autonomie, leur mobilité va changer. Et donc, du coup, si ce véhicule correspond à leur profil, ils vont le faire finalement contraint et forcé. Bah, c'est un argument que celui qui achète une Tesla va mettre en avant pour en parler à ses copains. Plutôt que si ses potes lui disent bah, dis donc, t'as acheté un truc qui fait 500 chevaux. Non, je pense qu'il sera, qui coûte sera plus 100 000 animé euros. par les signes ostentatoires de la voiture que par les raisons écologiques. Non, il pourra justifier comme ça. Oui. C'est plus pour justifier. Mais il n'y a pas de enfin, en tout cas, c'est ce que je ressens. Il n'y a pas le marqueur écologique n'est pas si présent que cela. Ouais, pas du tout, quoi. Pas si présent. Ouais, alors ça, le débat peut être très long, mais en fait, il y a une étude. Je vais vous répondre parce que je viens d'écrire un long article sur ça. Je vous le fais court. Même en prenant l'électricité la plus sale d'Europe, on est 25% en dessous des émissions de CO2 d'un véhicule thermique diesel équivalent. Quand on prend le cycle de vie, c'est-à-dire de la fabrication de la voiture jusqu'au recyclage, et quand je dis cycle de vie, évidemment la fabrication des batteries, qui pose un problème pour les voitures électriques, et ensuite la production de l'électricité. Et en France, on est 80% en dessous des émissions de CO2 d'un diesel équivalent. Et quel que soit le cas de figure dans le monde, on est toujours en dessous, y compris avec une Tesla aux États-Unis, où le calcul qui a été fait par une université célèbre américaine oublie de prendre en compte tout un tas de facteurs pour le véhicule thermique. Parce qu'un véhicule thermique qu'on vous vend à 120 grammes, il n'est pas à 120 grammes. Déjà, tout le monde sait qu'il est entre 30 et 40% au-dessus en émissions de CO2 réelles. Et ensuite, il faut le fabriquer, il faut mettre du carburant dedans. Et aujourd'hui, l'impact environnemental du carburant est plus lourd chaque jour parce qu'on produit du pétrole à partir de ce qu'on appelle les pétroles non conventionnels. Et donc ça, c'est du CO2 en plus. Donc non, l'impact écologique réel d'un véhicule à 120 grammes de CO2, il est plutôt de 230 grammes de CO2. C'est le calcul qu'on peut faire. Donc une voiture électrique, même avec de l'électricité polonaise, si vous tirez une rallonge pour la recharger, elle sera quand même plus écologique. Et puis le deuxième aspect, c'est bien évidemment que le véhicule lui-même n'est pas tout à fait zéro émission, parce qu'il va émettre des particules de frein, il va émettre des particules de pneus, mais son impact écologique, là aussi, il y a une étude assez sérieuse qui a été faite sur ça, est 8 fois moins important que celui d'un véhicule thermique. Donc là, il n'y a même pas photo, on ne peut même pas dire, il n'y a pas à chercher dans les micro-chiffres, c'est 8 fois l'ordre de grandeur. Donc même si on s'est trompé quelque part dans le calcul, ça reste beaucoup plus avantageux. Donc dans tous les cas de figure, la voiture électrique est plus propre que la voiture thermique. Non, mais vous savez comme moi, les vrais militants écologistes, les décisions qu'ils peuvent prendre à l'emporte-pièce et les positions qu'ils peuvent prendre, qui sont plus dogmatiques que réellement scientifiques la plupart du temps. Donc il suffit que demain on dise que la voiture électrique c'est bien, ils vont dire c'est pas bien. En fait, la voiture c'est pas bien pour eux tout court. Il n'y a pas de bonne solution. Je vais tout faire, je vais vous passer le micro en même temps. Oui, je voulais juste... Oui, je voulais juste apporter une petite précision sur le positionnement valeurs résiduelles. Parce que venez plus au milieu qu'on je sais que les valeurs résiduelles, c'est une question qui vous attire, vous intéresse beaucoup. Tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, c'est vrai. Dans le monde du VO, c'est vrai. On a entendu monsieur qui disait une VR de 15-16%. Oui, c'est du VU qui a 5 ans. Avec un usage VU, forcément, ça ne vaut pas beaucoup plus. C'est un peu normal. Sur le VU thermique, on n'en est pas loin. Sur l'électrique VP, nous... Je suis du service valorisation de la cote à l'Argus, voilà, Nicolas Caron. Sur toute cette génération de véhicules dont on vient de parler, les Zoé, les Leaf, plus anciennement des C0, des Ion, qui sont aujourd'hui toutes des voitures de, je dirais, de première génération électrique, grosso modo, on a constaté, on a beaucoup travaillé sur le sujet, on est sur du 36 mois
La notion de kilométrage importe peu. On est entre 20 000 et 40 000 km, 45 000. On est sur du 36 mois, 30%. Par exemple, je prends l'exemple d'une Leaf. La Leaf première génération, on était sur du 36 mois, 30, 31, 31,5% selon les finitions. Aujourd'hui, on voit arriver des véhicules de nouvelle génération. On peut citer par exemple la Leaf deuxième génération, d'autres véhicules qui vont arriver sans doute chez Renault après la Zoé actuelle. Chez General Motors, il y a un véhicule qui, bon, on ne sait pas s'il sera diffusé ici, mais qui est plutôt prometteur. Et sur ces voitures, on a vu un gap conséquent. On est passé sur du 36 mois, 40%. C'est des valeurs B2B, hein. Donc, on sent qu'il y a une nette amélioration. Le véhicule s'améliore considérablement en autonomie, en usage quotidien. Et je pense que si on refait le même débat dans 3 ans, on sera à l'équivalent des véhicules thermiques. Est-ce qu'on peut être mieux, même un jour? Pas forcément. En tenant compte de l'entretien qui est plus faible. C'est une question de volumétrie sur le marché. Je pense qu'il n'y aura jamais une volumétrie aussi intensive que l'essence, enfin pas dans un avenir très proche forcément. Et le peu de véhicules qui seront présents plutôt en zone urbaine ou en grande zone urbaine, je ne sais pas, on sera certainement mieux ce qu'on est aujourd'hui. Et on sera peut-être pas forcément très très loin de petites voitures. Qu'est-ce qui impacte le plus la valeur résiduelle? Parce que c'est pas le moteur électrique, c'est pratiquement, bon, il y a des évolutions bien évidemment. C'est quoi la chimie des batteries, l'augmentation des capacités de batterie? Jusqu'à maintenant, c'est quand même le prix neuf qui est quand même nettement supérieur malgré les aides gouvernementales d'une petite voiture segment B, ça c'est clair et net. Il y a une chose qui est importante et moi, je parlais de la diminution, enfin l'augmentation de la valeur résiduelle. Ouais. Elle est due à quoi? Elle est due à ces nouvelles batteries principalement? À la baisse des prix des voitures en neuf, c'est quoi? C'est pas que ça. Ça fait 100 ans qu'on vend des voitures thermiques et tous les professionnels de l'auto. Tout à l'heure, quelqu'un l'a dit, je sais plus qui. On ne sait pas vendre des voitures électriques. On ne sait pas en exploiter vous l'aviez dit, monsieur. On ne sait pas exploiter ça commercialement. Et ça, nous, on l'a constaté. Et je pense que c'est un élément qui commence à rentrer dans les mœurs tout doucement, mais c'est d'abord les pros. Je pense d'abord les pros, qui sachent les vendre. Il n'y a pas que ça, hein. Il y a l'autonomie, mais il y a le prix de la voiture, il faut qu'il baisse aussi. Une Zoé, c'est prix catalogue 25 000. Ouais, donc une Clio essence, c'est équivalente, c'est 17 000, donc il y a quand même un gros écart. Et, voilà. Et la polyvalence d'usage des nouvelles générations d'électriques augmente considérablement, hein. On a eu, nous, l'occasion de vraiment comparer et on pense que ce n'est pas fini. Là. Il y a encore une suite, certainement une évolution positive là-dessus. Et ça contribue à monter les VR, forcément. Voilà. Eh bien, formidable. Un petit mot de la fin, peut-être, Jean-Pierre? Comme ça, on finit juste pile et je ne suis pas fouetté ce soir. Non, mais tu adores ça en même temps. Hein. Dommage. Ok, bien. Juste un mot peut-être encore sur cette histoire de VR et de code. C'est vrai que je voudrais qu'on retienne peut-être de ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est que c'est un marché qui est tout à fait naissant et sur lequel il est encore difficile d'observer des patterns définitifs. Hein. Donc, je ne sais pas si vous savez, mais l'Argus de l'automobile, ça veut dire l'observateur de l'automobile. Et donc nous, on est encore, bien qu'on regarde ça avec beaucoup d'intérêt, beaucoup d'attention, encore un peu sur la réserve. Et c'est très difficile avec un stock de véhicules qui ne représente même pas 1% du marché, de tirer des conclusions, puisque c'est 1% du marché, c'est des acheteurs particuliers, enfin ils ont un profil eux aussi qui est certainement différent du reste de la population, donc c'est difficile un peu d'anticiper. Je pense que ça explique, Nicolas vient de dire plein de choses là-dessus très, très, très pertinentes, mais cette incertitude sur ce qui va se passer un peu sur ces véhicules retient à la fois les acheteurs et donc fait que ces véhicules sont plus difficiles, plus longs à vendre, donc s'ils sont plus longs à vendre, ils valent moins cher, parce qu'au moment donné, on veut pouvoir sans doute s'en débarrasser. Il y a un autre élément dont on a, à mon avis, trop peu parlé, qui est l'autonomie. Enfin, on a beaucoup cité l'autonomie, mais on n'a pas dit quel était le problème de l'autonomie. Le problème de l'autonomie, je pense qu'on va avoir des problèmes comme on l'a sur les téléphones
portable. À l'Argus, je ne sais pas si vous savez, mais on a un site qui s'appelle largusdumobile.fr. Et donc, on a l'expérience alors, je ne veux pas comparer un téléphone à une voiture, mais sur des marchés naissants où il y a tellement de modifications technologiques, l'arrivée d'une nouvelle technologie, elle fout en l'air le prix de la précédente génération quand même. Et ça, c'est un élément qui, à mon avis, doit maintenir le prix un peu assez bas, parce que s'il y a une voiture, elle a 120 km d'autonomie, puis que demain on en produit une qui a 200, bah, les gens ils vont vouloir acheter celle qui a 200 km d'autonomie et pas celle de 120. On l'a bien vu sur les téléphones portables, hein, selon le nombre de pixels, les smartphones, les nouvelles générations d'iPhone. Dès que vous avez un nouveau produit qui sort, les autres s'effondrent sur le marché. Oui, sauf que la question va se poser quand donc, il y aura les deux modèles disponibles en occasion. Il y a des arguments contraires à ce que je dis, mais... Oui, bien, sans doute. Mais en tout cas, je veux dire que c'est cette espèce d'incertitude et la difficulté à vendre un peu ces véhicules qui certainement maintient un peu ce marché dans quelque chose où on n'a pas la banane précisément classique des voitures que l'on vend depuis 100 ans. Voilà, maintenant je voudrais conclure juste cette intervention. Merci Jean-Luc d'avoir participé à ce Merci Jean-Pierre. Des questions toujours très pertinentes et très intéressantes de travailler donc avec un vraiment spécialiste de ces questions. Nous-mêmes, on est très contents de vous avoir reçu ici. Alexandrine l'a dit en introduction, vous n'avez jamais été aussi nombreux à vous inscrire et à venir à participer à ce Club Argus. J'espère que ça vous a plu et qu'on a apporté des réponses à un certain nombre de vos questions. Peut-être d'ailleurs avons-nous quelquefois remplacé vos certitudes par des points d'interrogation, ce qui ferait toujours avancer un peu le sujet. Donc merci à vous d'être là. Les Clubs Argus, ça continue. L'année prochaine, en 2018, on n'a pas encore de date arrêtée, mais on fera à nouveau 3 Clubs Argus avec des thématiques qui vont dépendre un peu de notre nouveau rédacteur en chef. Vous avez pu constater, ceux qui sont habitués, que Catherine Leroy nous a quittés. Et donc, à partir du mois prochain, nous avons un nouveau rédacteur en chef qui va nous rejoindre. Et il lui appartiendra de définir avec ses équipes et Alexandrine Breton les thèmes que nous aborderons. En tout cas, ça sera toujours des thèmes du moment, des thèmes qui vous intéressent, et j'espère que vous serez à nouveau l'année prochaine nombreux à nous rejoindre. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, et puis je pense qu'on peut aussi se retrouver à la sortie. Merci à vous.